j'aide les personnes à reprendre le contrôle de leur temps. C'est-à-dire que, la plupart de mes clients sont des dirigeants d'entreprise, qui courent sans arrêt, qui ont pas une minute à eux, qui ont justement, pas du tout d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Et c'est parce que je vais écouter la manière dont ils me racontent ces journées, que je vais comprendre la raison derrière la raison pour laquelle ils se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Bienvenue sur le podcast Flow and Cash Flow. Aujourd'hui, j'accueille Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Chloé. La première question que je voudrais te poser aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu as fait ces derniers temps, que ce soit pro ou perso, et qui t'a apporté une grande fierté? La plus grande fierté à laquelle je pense, c'est justement d'avoir, organisé ma vie professionnelle au service de ma vie privée et de ma vie en général. Alors ça fait 5 ans que ça dure et je touche du bois pour que ça puisse continuer, aussi longtemps que possible. Mais, c'est quelque chose dont je suis fier parce que ça veut dire que, dans ces circonstances-là, je m'occupe de moi, je m'occupe de ma famille, je m'occupe de mes clients, mais dans cet ordre-là, pas, l'ordre inverse. Ah, super, et tu as mis ça en place depuis, depuis quelques années, comme tu l'as dit. Est-ce que c'est parce que tu as eu un bug dans la machine et ça t'a fait pivoter, ou est-ce que tu as commencé comme ça dès le départ? Non, 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 j'ai commencé comme ça dès le départ, mais, on peut parler d'un bug dans le sens où, j'ai voulu quitter le salariat parce qu'à un moment donné, je ne me retrouvais pas, pas tant dans l'équilibre que j'y avais, mais dans le sens de ce que je faisais. Et redonner du sens à mon métier, à ma carrière ou à mes actions, auprès des personnes que j'accompagne, c'est une chose, mais je ne voulais pas que ce soit, au détriment de cet équilibre dont on parle, et donc ma démarche était de dire: «OK, remettons du sens dans mon métier, remettons du sens dans ma carrière, mais pas au détriment du reste. Et donc ça a été un choix de dire: «Bah, OK, je veux pouvoir m'occuper de moi, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants, je veux pouvoir m'occuper de ma famille. C'est ça la priorité et le métier suit et le métier s'adapte à ce que je veux d'abord dans ma vie». Est-ce que tu peux nous rappeler un peu quelle a été ta singularité dans ta carrière et le type d'accompagnement que tu fais pour qu'on comprenne un petit peu quels sont Oui, bien sûr. tes enjeux professionnels? J'ai toujours du mal à parler de singularité en ce qui me concerne, mais je vais jouer le jeu jusqu'au bout puisque tu m'en donnes l'opportunité. Talent, c'est d'entendre dans ce que me disent les gens, heu, où se trouve la problématique, derrière ce qu'ils ressentent. Mon métier est très simple, j'aide les personnes à reprendre le contrôle de leur temps. C'est-à-dire que, la plupart de mes clients sont des dirigeants d'entreprise, qui courent sans arrêt, qui ont pas une minute à eux, qui ont justement, pas du tout d'équilibre entre leur vie pro et leur vie perso. Et c'est parce que je vais écouter la manière dont ils me racontent ces journées, que je vais comprendre la raison derrière la raison pour laquelle ils se trouvent dans cette situation aujourd'hui. Et donc, en remettant en place certaines petites choses, j'arrive à leur faire comprendre que, leurs décisions ne sont pas alignées avec leurs besoins, probablement parce que leurs besoins sont pas toujours très conscients. Et en mettant de la lumière sur ces besoins-là, en prenant de meilleures décisions, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste est-ce que cette décision elle est cohérente avec ce besoin? Bah, on arrive à des résultats beaucoup plus efficaces et donc beaucoup moins de temps perdu dans le process. C'est, difficilement, mieux résumable, mais bon derrière ça, on va quand même aller regarder, OK, qu'est-ce qui va venir polluer ces décisions? Comment est-ce que la peur va agir? Comment est-ce que le perfectionnisme va agir? Comment est-ce que le besoin de faire plaisir va agir? Parce que toutes ces choses-là, qui sont des mécaniques, de la psyché humaine que tout le monde connaît, elles vont venir influencer nos décisions. Le but de l'opération, c'est pas de faire disparaître la peur ou le perfectionnisme, ça marche pas, ça nous appartient. C'est plus de comprendre le message que ça va venir dire sur ce que sont nos besoins, sur ce que sont nos décisions. Et à partir du moment où on comprend cette mécanique qui nous est propre, on a tous et toutes, nos mécaniques à nous et c'est pas on n'a pas, tous la même chose si tu veux. Bah, on peut mieux comprendre ces décisions-là et donc mieux les changer pour de meilleurs résultats derrière. Ah, super, merci pour toutes ces infos. Qu'est-ce que tu as mis en place, toi, dans ta vie à toi, comme routine ou comme habitude ou comme framework pour sauvegarder ta santé mentale, justement? Alors la santé mentale, c'est un grand sujet parce que, ça n'est pas que lié à la manière dont on s'organise, à la manière dont on gère notre temps, heu, mais les 2 vont se retrouver dans ce que j'explique depuis tout à l'heure, c'est, est-ce que je suis conscient de mes besoins? Quand je parle de besoins, alors les gens souvent vont penser à la pyramide de Maslow. Bon le modèle a été,
revu, y compris par Maslow lui-même, donc c'est quelque chose qui peut être améliorable. Là, je parle plus de besoins psychologiques, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont besoin de se fonder sur leurs compétences dans leur travail. Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance pour leur qualité humaine. Il y a des gens qui ont besoin de se mettre un petit peu en retrait pour réfléchir à toutes les idées qu'elles ont. Il y a des gens qui ont besoin d'excitation, de contact, de proximité avec les autres. Et c'est ça qui va nourrir notre psyché et notre psychologie. Si on n'est pas conscient de comment on fonctionne et de ce que sont nos besoins et de comment on les priorise, comment on les hiérarchise dans la manière dont on va prendre des décisions pour y répondre, on peut passer des mois, voire des années entières à essayer d'y répondre et se tromper. Et plus on se trompe et plus on voit que les résultats qu'on va obtenir s'éloignent, et plus la charge mentale, justement, va être de plus en plus forte. Et c'est là où il y a des risques, dont le plus connu qui est le burn-out, qui est de dire en fait je fais, mais je n'obtiens pas. Comment ça se fait? Et à un moment donné, le cerveau ne réfléchit plus et il craque. Bon, c'est l'explication très très courte de ce que c'est qu'un burn-out. En vrai, c'est un petit peu plus, comment dire, un peu plus subtil. Mais donc pour répondre à ta question, ma première démarche, de dire en fait de quoi j'ai besoin et qu'est-ce que je mets en place tous les jours pour répondre en priorité à ces besoins-là. C'est parce que j'ai répondu à ces besoins en priorité que le reste peut être fait si c'est nécessaire. Finalement, j'entends que c'est surtout parce qu'en fait, t'es pas en pilotage automatique, que tu vas reprendre du temps, j'ai l'impression, revenir dans l'instant présent pour à chaque fois te demander où est-ce que j'en suis, est-ce que mes priorités sont les bonnes et dans quel ordre je mets les choses en fait. C'est juste un questionnement omniprésent, j'ai l'impression, non? On pourrait, ça pourrait être une sorte de méditation un peu permanente. Heureusement, le cerveau fonctionne assez facilement sur un bon système de pilotage automatique. C'est-à-dire que soit tu es en pilotage automatique, mais tu n'es pas conscient de ce que tu fais, et il peut y avoir des conséquences assez négatives. Et c'est ce que j'avais expliqué juste avant. Soit tu sais que les routines que tu as mis en place, les habitudes que tu as mis en place, elles te servent parce qu'elles servent tes besoins et parce que ces besoins sont conscients, et auquel cas, le cerveau, il applique. Et toute la subtilité, c'est de faire attention à ne pas recopier ce qui fonctionne pour le voisin ou pour la voisine, parce que c'est son modèle à lui ou à elle. Et ça peut pas être exactement le même pour nous. Et il y a beaucoup de gens qui ont cette idée de ouais, en fait, je vais gagner du temps en reproduisant exactement la même chose que le voisin, et ils se rendent compte au bout d'un certain temps que ça marche pas et ils comprennent pas pourquoi. Et ils retombent dans cette forme de fatalité qui est très néfaste d'ailleurs. Mais c'est simplement qu'ils ne se sont pas suffisamment posé la question pour eux de quoi j'ai besoin moi. J'ai pas besoin de copier le voisin ou la voisine. Je comprends que eux, ils ont trouvé leur système qui marche, et c'est super, tant mieux. Comment je peux m'en inspirer, pas le copier, juste m'en inspirer pour que ça fonctionne pour moi. Il y a eu un événement, toi, dans ta vie ou dans tes rencontres, une rencontre peut-être qui a été game changer, qui vraiment t'a permis de switcher ou alors de passer un niveau ou d'avoir des compréhensions où voilà, ça t'a permis une grosse prise de conscience. Difficile de t'en donner une, parce que, tu vois, j'ai quand même un certain nombre d'expériences professionnelles qui ont toutes été marquées par certaines déceptions dans un certain cas, et puis par des grandes révélations dans d'autres, pour rester dans la thématique de ta question. Moi, je pense que celle qui est le plus en lien avec ce que je fais aujourd'hui, euh, c'est euh, c'est cette personne qui m'a permis de découvrir ce qu'on appelle l'analyse transactionnelle, et par extension Processcom. Bon, c'est des outils en psychologie qui sont rudement efficaces, qui ont un effet terrier de lapin, où tu crois que tu as compris un truc, et en fait non, il y a un autre truc derrière, et puis une fois que tu l'as compris, mais non, mais en fait il y a encore autre chose derrière. Et donc il y a une espèce d'infinité de procédés et de démarches à découvrir. Et c'est quelque chose de tout à fait passionnant. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est tout à fait passionnant. Il y a des gens à qui ça parle pas du tout, mais c'est pas grave. Mais ça amène à cette sorte de remise en question permanente, qui est de dire, c'est pas parce que je crois savoir quelque chose que c'est forcément admis, d'une part, et que c'est forcément admis pour tout le monde, d'autre part. Et donc, toute la démarche, c'est de dire, OK, comment est-ce que je fais pour utiliser cette information sans que ce soit devenu une vérité absolue,
Je perds un peu mes mots, mais tu sais, il y a des gens qui vont trouver un truc et vont se dire à partir de maintenant, je ne bouge plus, je ne change plus d'avis. Et c'est presque dommage, parce qu'on s'interdit de nouvelles découvertes. Et là où je veux en venir, c'est que il y a 3 ou 4 ans, je connaissais pas ces outils-là, et je découvre un nouvel univers, et je me dis, bah, chouette, parce que peut-être que dans 3 ou 4 ans, je découvrirai une nouvelle chose, et ce sera de nouvelles portes à ouvrir, et ce sera de nouvelles expériences à vivre. Et c'est ça que j'aime dans les relations humaines de manière générale, et dans ces transmissions de nouvelles connaissances en particulier. Ouais, ça me fait vraiment écho avec le fait d'avoir un mindset de croissance finalement. Le fait de Exactement. vouloir toujours apprendre, se nourrir et avancer et ne pas être figé dans ses croyances et dans ses états. Du coup, j'ai l'impression que ça t'a vraiment permis d'aligner la proposition professionnelle que toi, tu as mis en place dans ta vie. Est-ce que du coup, comment dire, est-ce qu'il y a eu des actions que tu as posées concrètement au niveau professionnel qui t'ont permis justement de revenir, parce que j'ai vraiment la sensation que tu es aligné avec ta carrière, avec ta mission, peut-être s'il y en a une, ou en tout cas le sens Oui, du oui. service que tu as l'air de déployer. Qu'est-ce que tu as mis toi professionnellement en place pour vraiment du coup que ça voilà que ça s'aligne? Tu sais, il y a cette expression qui dit les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors, il y a eu des idées qui disaient qu'en fait les cordonniers sont mal chaussés parce qu'ils sont tellement exigeants que quand ils vont voir un confrère cordonnier, ils vont dire ouais mais en fait je veux la chaussure comme ci comme ci comme ça, donc les autres ils en ont ras le bol parce que forcément il sait exactement ce qu'il veut, ils peuvent pas le servir, donc il a pas de chaussures. Et puis il y a aussi la blague de bah, comme il ne s'occupe que de ses clients, il ne s'occupe pas de lui-même. Je ne, enfin pour moi il y a une sorte d'éthique à dire je ne peux pas proposer un accompagnement en gestion du temps à mes clients si de ce point de vue-là ma vie est en bordel. Alors ça ne veut pas dire que ma vie est absolument exemplaire et qu'il faudrait en faire un film pour que les gens apprennent. C'est surtout pas le c'est surtout pas le propos. Mais encore une fois, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Si je suis conscient de mes besoins, si je sais quelles sont les décisions que je dois prendre pour les respecter et y répondre, bah forcément ma vie ressemble à quelque chose euh, de l'ordre de ce que je veux. Je ne dis pas que mes clients n'ont pas la vie qu'ils veulent, je dis qu'aujourd'hui peut-être qu'ils ont le sentiment de la subir plus que de la vivre. Parce que, tu vois, typiquement le client type qui va venir me voir un peu trop tard à chaque fois, malheureusement, c'est le dirigeant d'entreprise qui va se lever à 4h30 ou 5h du matin, qui va arriver à l'entreprise vers 6h, 6h30 en se disant chic, j'ai 1h30, 2 heures de paix avant que tous les employés ne débarquent. Et quand les employés débarquent, c'est des incendies à éteindre dans tous les sens. Donc il commence sa journée de travail plutôt le soir vers 19h, 19h30 quand tout le monde est reparti. Moins les peut-être 1h30 ou 2 heures de paix qu'il a eu avant que tout le monde ne débarque. Donc il rentre chez lui, il est 23h au minuit. Il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu ses gamins, et il se dit putain demain c'est pareil. À un moment donné, je n'imagine pas que quelqu'un se dise ce mode de vie je l'ai choisi et je l'assume et super, je suis très content. Le problème, c'est qu'il va partir du principe qu'il n'a pas le choix que de la vivre comme ça, parce qu'il n'a pas le choix que de continuer d'éteindre des incendies dans tous les sens. Mon travail, c'est de lui montrer que si, non seulement il a le choix, mais qu'en prenant un tout petit peu de hauteur de vue par rapport à ce qui se passe pendant cette journée-là, type de je cours dans tous les sens pour éteindre des incendies, il a pris des décisions, parce qu'on ne fait que ça toute la journée, prendre des décisions, on en prend 35 000 par jour à peu près en moyenne, qui ne sont pas alignés avec ses besoins, qui ne sont pas alignés avec sa mission, qui ne sont pas alignés avec ce qu'il voulait de sa vie. Mais il est tellement pris justement par la peur de perdre ses clients, le perfectionnisme de il faut que ce soit bien fait en temps et en heure, etc. Le besoin de faire plaisir à ses collaborateurs parce que j'aurais peur qu'ils s'en aillent et puis que je me retrouve sans bras pour faire le job, etc. Tout ça va venir polluer ses décisions. Pas te dire que moi je suis insensible à la peur, j'ai peur de plein de choses. Je peux pas te dire que je sois insensible à un certain perfectionnisme parce que, par exemple, je m'applique tous les jours à poster du contenu sur LinkedIn pour évangéliser aussi un petit peu les gens qui me font le plaisir de me lire sur ces questions-là. Je ne peux pas te dire que je sois insensible à la notion de faire plaisir, parce que bah, quand quelqu'un me demande un service, j'ai envie de l'aider, j'ai envie de lui faire plaisir. Mais dans quelle mesure je me laisse alpaguer par la peur ou par le perfectionnisme ou par le besoin de faire plaisir, et dans quelle mesure je sais que ça m'habite,
mais que ça va pas venir polluer mes objectifs au final. Et c'est ça qui est le plus important. Et c'est cette idée que j'ai envie de communiquer à mes clients, qui est de leur dire où est-ce que tu te retrouves dans les décisions que tu prends. Est-ce que c'est aligné avec l'objectif, non pas de la fin de la journée ou de la fin de la semaine que tu t'es donné, mais celui que tu as pour dans 50 ans, 100 ans, 200 ans pour ta boîte. Je les emmène beaucoup plus loin. Et donc là, ok, on commence à décoller le nez du guidon et à se poser d'autres questions que celles de l'urgence et des incendies du quotidien. Ah, c'est super intéressant, je te remercie. On reviendra sur cette partie dans la deuxième partie du podcast. Pour la fin de la première partie, j'aurai une dernière question justement sur l'acquisition des clients en tant qu'entrepreneur pour pouvoir inspirer ceux qui nous écoutent. Par quel médium tu passes, toi, pour que les clients arrivent jusqu'à toi et puissent collaborer voilà, avec toi? Alors, j'ai plusieurs canaux d'acquisition. Le chemin se fait par plusieurs étapes, si tu veux. Quand on est dans de l'accompagnement, c'est assez complexe de faire de la prospection à froid. Tu vois, on imagine assez mal, je paraphrase un collègue, on imagine assez mal un médecin se dire, ok, je sors de la fac de médecine et puis je vais, je vais aller appeler tous les gens de mon village pour leur dire, hey, coucou, venez me voir, mon cabinet est ouvert. Ça fait un petit peu bizarre. Donc, pour attirer l'attention, il y a surtout une démarche marketing qui est de dire, ok, je vais produire du contenu. Je produis du contenu plus que tous les jours sur LinkedIn pour répondre à, à des situations vues, à des situations vécues, de ce que vit mon client idéal, entre guillemets, parce que ça crée une certaine notoriété, parce que ça crée une certaine attention, parce que je vais me positionner vraiment en tant qu'expert de ces questions. Et ben quand je vais proposer par exemple un webinaire, quand je vais proposer une masterclass, des sessions de questions-réponses, il va toujours y avoir des petits curieux qui vont se dire ah tiens ouais je l'ai lu l'autre jour, tiens je vais aller voir ce qu'il raconte. De fil en aiguille, ils entendent que ce que je dis involontairement fait écho à leur quotidien. Et là, on peut passer dans une autre étape du tunnel, entre guillemets, qui est de dire, bah en fait, ok, voilà, Jean-Baptiste, je voudrais prendre un rendez-vous avec vous, parce qu'il m'arrive ceci, il m'arrive cela. Et c'est comme ça que la crédibilité de mon discours en amont permet d'attirer des clients en aval. C'est un process qui est assez long, mais qui, couplé avec un peu de prospection à froid, ou en tout cas du réchauffage de plusieurs leads un peu plus anciens, notamment par téléphone, permet d'alimenter le pipe, comme on dit, euh, de manière assez sereine. Super, bah écoute, je te remercie pour tous ces détails. Avec C'est la plaisir. fin du premier épisode. On te retrouve du coup sur LinkedIn. Je mettrai le lien en résumé. Exactement. Ok, merci Jean-Baptiste. Merci Chloé. Si tu as aimé cet épisode, tu peux laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Et bien sûr, partage-le à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Tu peux me taguer et laisser un commentaire. J'adore avoir ton feedback. Ça m'aide à grandir et à proposer des épisodes qui te ressemblent. Belle journée!